Euh, Boîte à outils, oui, j'ai nommé ça boîte à outils parce que je n'avais pas envie nécessairement que ce soit indiqué intervention sur les livres de Marcel Brodart. Euh, oui, la boîte à outils, en fait, c'est pas à moi, c'est à Swenen. J'ai pris ça à Swenen dans un texte qu'il a écrit sur Brodart. Euh, et dans lequel il mentionne à un moment donné, si je retrouve la ligne, c'est toujours à ce moment-là qu'on ne retrouve pas la ligne, voilà, euh, qui puise allègrement dans la boîte à outils du poète absenté. Et donc la boîte à outils vient de là, et on va essayer de s'en sortir à partir de là. La boîte à outils est Swenen, et je pense à une citation quand tout à l'heure Philippe parlait de- du pense-bête, qu'effectivement euh, c'est aussi où j'ai toujours un peu entendu le pense-bête comme étant une sorte d'impératif. C'est pas pense stupidement, mais un peu quand même. Donc on peut se permettre de passer le cap et d'y aller franchement. Alors, je pensais à une citation de Walter Swenen qui dit La vérité est dans les mots. Il a été dit, bête comme un peintre, bêtise, c'est le nom avec quoi la pensée se dispute. La peinture a affaire au réel. Je m'occupe donc de bêtises. Certains aiment à penser au déclin, au vide intérieur allant croissant, mais il n'y a pas de monde intérieur. Ce n'est pas parce qu'on a mal à la tête que l'on a pensé. Peut-être en va-t-il de même pour la peinture, on a simplement mal aux yeux. C'est simplement désespérément comique. Euh, la dernière fois que j'étais dans cette salle à converser justement avec Walter Swenen, il y a quoi? Il y a peut-être, c'était au moment de son exposition ici. Je lui posais justement la question de la peinture et de Brodart. Et il m'a dit bah, il n'y connaissait rien. Donc je me dis que peut-être que comme Brodart euh, euh, préférait le violon d'Ingres à Cézanne et les pommes, que ça valait la peine de montrer le violon d'Ingres qui a été montré, peu importe qu'il soit renversé ou pas, on reconnaît que c'est un violon, c'est le principal. Euh, Ce qui me frappe le plus, ou ce qui m'a frappé le plus peut-être en visitant l'exposition il y a à l'ouverture et quelques jours après l'ouverture, l'exposition d'en haut, c'est qu'en fait, quand on rentre dans, ou quand je suis rentré dans la salle, c'est que j'avais l'impression que ça se tassait un petit peu. C'est que effectivement, c'est montré comme des tableaux, et puis c'est pas des tableaux. Ça fait corps avec le mur. Les plaques tiennent au mur, ou en tout cas pour la plupart. Enfin, on voit quand même que c'est toujours la difficulté avec les œuvres d'art, c'est qu'on les pense en contact direct avec le mur, et puis il y a quand même quelques plaques qui sont oui, vissées, clouées sur des bouts de bois ou dans des cadres, et donc ça se déplace beaucoup plus facilement que quand elles sont accrochées directement au mur. Euh, et ça, je me dis que c'est peut-être là où ça m'intéresse aussi. C'est peut-être là aussi où l'exposition, je trouve elle réussit ça. Elle réussit quand même de montrer ce contact avec la pratique et un champ de travail. Oui, un champ de travail, une œuvre. Et oui, j'ai l'impression que ce contact, en tout cas pour moi en tant qu'artiste, c'est important. J'ai l'impression qu'une œuvre, ça flotte pas ni sur une page de catalogue, ni sur
ni dans un espace d'exposition, il y a un moment donné, il y a contact. S'il n'y a pas contact, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'œuvre. Ça, je pense que c'est quelque chose oui, qui pour moi, dans ma pratique, ou dans ce que je tente là de faire de temps en temps, c'est ce point d'accroche. Alors là, vous pouvez penser aux œuvres, à toutes les œuvres que vous aimez, c'est voir s'il y a ce moment d'accroche sur le réel. Alors j'ai pris deux, trois exemples de points de contact. Et je parle de points de contact un peu comme on mettrait le contact à la voiture, quoi. C'est tant qu'il n'y a pas contact, ben, oui, ça n'avancera pas, quoi. Et j'ai pris des exemples ben, que forcément j'ai vus, que j'ai pris en photo comme étant des exemples et des contre-exemples. Ou de la difficulté justement de maintenir oui, ce point de tension. Et je parle par rapport à ce point de tension parce que j'ai l'impression que de toutes les expositions Brodart que j'ai vues, il n'y en a pas beaucoup de réussis. Ce qui est évidemment dommage, mais je me fais une image évidemment parce que je ne sais pas ce que c'est une exposition Brodart réussie, je n'en ai jamais vu. Et quand je parle d'exposition Brodart, du fait d'être né en 76, oui, j'arrive trop tard, quoi, pour voir des expositions de Brodart. Donc je vois des expositions, pas, oui, un peu avec son travail, mais je ne suis pas sûr que ça touche là où ça doit toucher, là où ça doit faire mal, là où ça pose question. Il y a effectivement peut-être quelque chose là-haut qui, de ce point de vue-là, est réussi. C'est que ça coupe court, ça n'essaye pas de refaire. L'endroit qui m'intéresse le moins, à la limite, c'est le mur qui est, pour ainsi dire, placardé. Je trouve que c'est l'endroit où ça m'intéresse le moins, à la limite. Par rapport à la pratique, on essaye, là peut-être j'ai l'impression de refaire plutôt que de faire. L'autre tentative qui me semble, qui en tout cas, j'étais content d'y participer, oui, vraiment en tant que petite main ou assistant ou personne conversant, c'est une tentative que Yves Guevart a fait à Établissement d'en face, qui est parti en faisant une exposition documentaire autour de Marcel Brodart. Et donc, pas du tout partir, pour ainsi dire, des œuvres, mais oui, de documents, du document photographique. Et bon, dans ce cas-là, c'était, étant un établissement d'en face, et étant justement en face du Palais des Beaux-Arts, ça tombait bien, ça permettait de remettre quelques points sur les i. Oui, il y a quelques photos sur le site, je ne les ai pas prises, peut-être certains oui, ont vu l'exposition, d'autres pas, il y en aura d'autres, on espère. Donc oui, pour reprendre mes exemples de points de contact, il y a 3-4 ans, j'avais été invité à une exposition, ou oui, pour collaborer à une exposition qui devait célébrer, pour ainsi dire, les 50 ans du musée Abteiberg à München-Gladbach. Et bon, il y a le musée, oui, le musée qui a été construit oui, par Hollein pour accueillir la collection qui avait été, pour ainsi dire, acquise au fur et à mesure des années, pendant oui, une dizaine d'années, et qui avait été montrée un peu au compte-gouttes, ou d'expo en expo personnelle, de 67 à 78. Une exposition qui a eu lieu là, par exemple, en 69, c'est de Karl André. Et Karl André, il arrivait avec une histoire relativement simple, il a placé un
ces plaques en forme de carré, de 6 carrés par 6 carrés, donc 36 plaques, chacune dans chacune des salles. Et ce qui est intéressant dans les documents d'époque, les photographies, c'est que on voit que le photographe, il ne sait pas comment photographier ça. Parce qu'il n'y a pas un visiteur, et donc, bah, oui, c'est un peu juste des plaques, quoi. Euh, et c'est peut-être pas encore vraiment de la sculpture. Et il ne sait pas comment photographier, il n'a pas assez de recul, donc, oui, il s'en sort pas. Euh, on a eu l'occasion, donc, pour cette exposition anniversaire, d'utiliser l'espace initial, le Statische Museum de München-Gladbach, qui était l'espace, oui, on pourrait dire la source du musée, là où ça avait eu lieu, ces expositions. Et on a pris la décision, c'était et quand je dis on était trois, c'était la directrice du musée, Suzanne Titz, une historienne d'art, Suzanne Reinert et moi-même, c'est de réinstaller une pièce enfin, pour une simple raison d'assurance. En fait, ça vient comme ça, c'est une histoire d'assurance. On ne pouvait pas exposer d'œuvres dans le musée, parce que oui, c'était pas possible d'assurer les œuvres au prix, et ni de les protéger au niveau d'hygrométrie ou de données muséales, disons. Donc, une des seules pièces, pour ainsi dire, qu'on peut montrer quand on décide de la remontrer, c'est Carl André. Et donc, ben, on replace ça dans une des salles pour laquelle ça a été fait. Donc, comme ici, on voit, ça c'est à la conférence de presse, et ben, toute la presse est autour du Carl André. Personne n'ose évidemment marcher dessus, sauf la directrice qui fait oui, son tour d'exposition. Et la critique qu'on reçoit directement après, c'est ah, c'est quand même très très bizarre de ne pas avoir assez de recul pour voir la pièce. Et en fait, oui, qu'est-ce que c'est ce recul pour voir la pièce en fait? Alors effectivement, ils étaient un peu collés au mur, quoi. Ça, c'est évident. Euh, et bon, quand il y a 10 personnes dans une pièce comme ça, oui, ça devient vite serré, quoi. C'est un peu comme la discothèque, c'est qui va sur le dance floor, quoi. Ce qui était assez étonnant, c'est qu'une personne qu'on ne voit pas sur les photos, c'est la directrice de collection, qui est une toute jeune, oui, conservatrice. C'était la première exposition, pour ainsi dire, qu'elle suivait, mais un peu sur la fin. C'était un peu du genre les 10 derniers jours de la préparation de l'expo. Donc, elle arrive là, elle voit l'expo, pour ainsi dire, oui, comme une spectatrice, pas comme une actrice. Et puis elle me dit, c'est incroyable, tu as vu, Suzanne a été sur le Carl André. Puis je dis, ben oui, 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 c'est possible. Et en fait, elle n'avait jamais fait ça. Euh, donc en fait, physiquement, je la prends par la main pour l'emmener là-dessus, et elle n'en revenait pas, quoi. Euh, et je lui disais, ben écoute, oui, après tu verras la différence aussi de marcher sur le Carl André, qui est là placé sur du plancher. Et puis, quand tu retournes au musée, où il y a un deuxième Carl André, qui est pour ainsi dire identique au premier, tu verras la différence de marcher sur le Carl André, sur du marbre. Effectivement, elle n'en revenait pas. Euh, quelques semaines après, oui, mon chemin m'emmène à Bâle et à la Fondation Bayler, où il y avait une exposition Malevich et un hommage sur le carré. Et donc, à côté de tous les Malevich, il y a une salle qui est consacrée oui, un peu formellement au carré. Et où il y a une des pièces qui viennent de München-Gladbach, qui a été montrée en 69, qui a été achetée par un collectionneur privé, Rossmüller. Mais il se fait que, oui, c'est que le monsieur là, il se dit, ben oui, oui, je regarde la pièce.
Ben, il peut faire que la regarder parce que c'est marqué ça au sol. Donc effectivement, où il est le point de contact? Il est où là? Oui, sur le point de contact, je me pose la question, c'est bon, il y a les artistes qui sont vivants et puis il y a les artistes qui sont morts et qu'est-ce qu'on fait avec les morts, quoi, ou qu'est-ce qu'on fait avec leur pratique ou avec leur, oui, avec leur œuvre. Euh, Enfin, ça paraît un peu bête, c'est pas que je me pose 10 fois la question sur la journée, mais quand même, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe, quoi, après? J'ai pas d'enfant, qu'est-ce que je fais, quoi? J'ai pas d'assistant, qu'est-ce que je fais? Qui c'est qui c'est qui s'y met, en fait? Euh, alors, il y a une exposition, oui, récemment, cet été, de Stanley Brown. Et j'étais très curieux de voir ça. Donc Stanley Brown est décédé il y a quoi, 1 ou 2 ans, peut-être, peut-être un petit peu plus. Euh, et une exposition à Berlin, à Kunstwerke, et je vais voir l'expo. Et puis, ben, je m'aperçois que le poster utilise le bas de casse comme Stanley Brown l'a toujours employé, que c'est indiqué, pour ainsi dire, comme si lui le faisait. Je passe la porte, il n'y a rien dans la salle, quoi. Sauf un cartel. Je passe du temps, je regarde l'expo, je mets très longtemps dans l'expo, ça me plaît bien, mais je me dis, est-ce que c'est, est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça peut se faire d'exposer comme si l'artiste était encore là, à partir du moment où il n'est plus là? En fait, quel est le champ de manœuvre pour celui qui reste, en gros, avec l'œuvre? C'est une question, j'ai pas de réponse à ça. C'est une question que je me pose. C'est une exposition qui m'a vraiment troublé cette année-ci. Bon, il faut bien se dire, c'est que pendant que j'étais là, ben oui, il y a beaucoup de personnes qui sont entrées, qui sont ressorties, et qui ont passé, à mon avis, une demi-seconde, hein, parce qu'ils ne savaient pas évidemment, ou ils n'avaient pas même saisi que l'exposition était là. Sur la présentation d'un travail, c'est quelques années, il y a une dizaine d'années, euh, je peux utiliser, ou en tout cas on m'invite à utiliser plus ou moins ce que je veux le temps d'une nuit au musée Van Abbe à Eindhoven. Et je demande à voir les André Cadéré. Et ils sont dans une boîte, comme ça. Et, euh, et je suis impressionné parce que j'ai l'impression qu'ils sont déjà... je suis directement en contact. Il y a quelque chose dans le travail même, peu importe la manière dont cette chose est montrée, elle est déjà au travail. Donc là, je me dis qu'il a quand même résolu quelque chose sur la présentation du travail. Quand je pense au mot présentation, je me rappelle d'un texte qu'il a donné ici en Belgique, à l'université de Louvain, qui s'appelle l'utilisation et présentation d'un travail. Il donne un exemple à la fin de sa conférence, où il parle d'une peinture de Cézanne qui était utilisée pendant très longtemps pour boucher un bout d'un poulailler. Euh, et, et que depuis, elle a été restaurée, elle est dans un grand musée. Et qu'effectivement, il donne par cet exemple-là la différence entre utilisation et présentation. Ici, on est au musée d'Amsterdam, au Stedelijk.
avec des pièces dans une rétrospective Isa Gensken, avec les ellipsoïdes et les hyperboles qui doivent être en contact direct avec le sol. Alors ça se passe bien, bon, mais on a un petit peu oui, sur le côté, évidemment, un peu de mise à distance, mais ça se passe encore relativement bien. Ici, cet été, les mêmes objets étaient présentés à Düsseldorf, et ça, c'est ce qu'on en fait. Et je me dis, ok, est-ce que ces objets devaient être à ce point encadrés, quoi? Euh, Est-ce que c'est la Oui, qu'est-ce que ça devient, ces objets dans l'espace? Cet été à Berlin, il y avait une exposition Picasso et les femmes d'Alger. Et dans la première salle, il y avait un Delacroix, une copie de Delacroix, une aquarelle de Delacroix et un carnet de dessin de Picasso. Oui, on rentrait, dès qu'on passait la porte, on était sur un, enfin déjà on était sur un tapis avant même de passer la porte. Et le tapis menait au tableau de Delacroix. Dans la même salle, il y avait une copie de la première version des femmes d'Alger. Et ce qui me semblait très 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 problématique, c'est que tous les gardes sont de couleur. Tous. Tous des hommes de couleur. Je trouve c'est bizarre. Une autre exposition Picasso, c'est Picasso Divided, qui a toujours lieu au musée de Ludwig à Cologne. C'est la réception de Picasso, oui, à l'est et à l'ouest. Et donc le dispositif est fait par un artiste, Eran Scharf, et il parvient à attirer mon regard, à regarder peut-être ces quelques objets, une colombe, un hibou, que je pense que quand je les ai vus dans le musée avant ça, je les ai jamais regardés. Du fait de leur socle là, oui, je commence à les regarder. Toujours dans cette exposition, une des dernières salles, c'est 3 tableaux de la collection, accrochés, vraiment collés l'un à l'autre, comme Picasso l'a souvent fait. Ça, c'est vu du premier étage, avec des vues d'expositions précédentes et des documentations. Dernier exemple, il y a quelques jours à peine, c'est Frank Stella, une peinture de Frank Stella du musée Ludwig de Cologne, montrée temporairement à Berlin, où le tableau est accroché sur un panneau de bois. Et le panneau de bois, évidemment, est accroché sur le mur. Je me dis, je comprends pas, quoi. Qu'est-ce qui se passe là, quoi? Quand j'étais à Florence il y a quelques années pour une résidence, il y a un musée que j'ai jamais aussi peu apprécié, c'est les Offices. J'avais l'impression que tous les tableaux avaient été déplacés, ou que c'était déplacé d'une manière ou d'une autre. Que le seul type d'endroit que je pouvais regarder et apprécier, c'était les églises avec les fresques, les choses qui étaient in situ. Et comme on a parlé de Brodart tout à l'heure sur l'Angélus de Demier, je me dis que on pourrait peut-être, oui, en passer par là.
Oui, les annonciations m'ont toujours assez fasciné, parce que c'est d'une manière ou d'une autre, c'est un espace peint. C'est un espace peint qui dit la parole, et de temps en temps, elle s'écrit. De temps en temps, on voit que ça sort de la bouche de l'ange et que ça va vers Marie. Et je pense à l'Angélus parce que je me dis que c'est peut-être une dernière parole, parce oui, c'est peut-être une dernière parole qui est quand même adressée, mine de rien. C'est Je vous salue Marie, c'est quand même Maria Gillissen. Donc je me dis qu'il y a peut-être là quelque chose. Et je dis ça en rigolant aussi, hein, je n'ai pas de... C'est peut-être le moment de lire un bout de texte. Euh, c'est... euh, c'est dans la revue Telle quelle, d'automne 1971. J'étais tombé par hasard là-dessus. J'ai pas d'autres... oui, jamais lu Tel quel pour le reste. Jamais cherché à en trouver. J'étais tombé un peu par hasard. Et j'étais assez fasciné par un texte de Roland Barthes qui s'appelait Écrivain intellectuel professeur, qui est le texte oui, qui ouvre la revue. Et, et je vais lire 2-3 lignes, pas plus. C'est face au professeur qui est du côté de la parole, appelons écrivain tout opérateur de langage qui est du côté de l'écriture. Entre les deux, l'intellectuel, celui qui imprime et publie sa parole. Il n'y a guère d'incompatibilité entre le langage du professeur et celui de l'intellectuel. Ils coexistent souvent dans un même individu. Mais l'écrivain est seul, séparé. L'écriture commence là où la parole devient impossible. On peut entendre ce mot, comme on dit, d'un enfant. La parole est irréversible. Soit, on ne peut reprendre un mot, sauf à dire précisément qu'on le reprend. Ici, raturer, c'est ajouter. Si je veux gommer ce que je viens d'énoncer, je ne puis le faire qu'en montrant la gomme elle-même. Je dois dire, ou plutôt, je me suis mal exprimé. Paradoxalement, c'est la parole éphémère qui est indélébile, non l'écriture monumentale. À la parole, on ne peut que rajouter une autre parole. Le mouvement correctif et perfectif de la parole est un bredouillement, tissage qui s'épuise à se reprendre, chaîne de correction augmentative, où vient se loger la prédilection, la part inconsciente de notre discours. Ce n'est pas fortuitement que la psychanalyse est liée à la parole, non à l'écriture. Un rêve ne s'écrit pas. La figure éponyme du parleur, c'est Pénélope. Bon, ça continue. Celui qui est intéressé, le livre est là. Ces derniers jours, j'ai passé assez bien de temps, ou en tout cas le temps possible, parce que on est au temps des fenêtres horaires.
Zeitfenster, comme les Allemands le disent. Donc même pour aller à la bibliothèque, oui, il faut réserver sa fenêtre, euh, son temps de travail. Euh, pour aller voir quelques livres de Brodart, donc oui, j'ai eu trois temps de regard, ou 3 temps de lecture. Euh, et j'aimerais peut-être, oui, commencer par le pense-bête. Dont on a déjà vu quelques images tout à l'heure, ça permettra de voir quelques différences. Téléphone. Ici, j'aime bien qu'on puisse lire doute, moi, cette, que, pas, donjon. Exposé, vendu ou distribué. Des figures condamnées à un empris, j'imagine, l'amendement. Il n'y a pas de rose, il y a du bleu, comme dans le deuxième exemplaire que Philippe nous a montré, du SMAC. Mais il y a plus de papier bleu sur la page gauche, si j'ai... 5, ok. Oups, bon, celui-là n'est pas bien transféré, c'est pas grave. Quand on ouvre un petit peu plus encore, c'est la dernière ligne, c'est je lis dans tes yeux minuscules un livre enfantin. L'avantage de la Kunstbibliothek à Berlin, c'est on peut feuilleter sans gants. C'est ce qui est beaucoup plus facile évidemment. Parce que faire ça avec des gants, c'est pas évident. Qu'on parlait du couteau tout à l'heure, c'est même les pages, enfin, il y a dans cet exemplaire-ci, il y a 2 pages qui ne sont pas coupées, ce qui n'empêche pas d'avoir un papier collé. Par contre, ce que je remarque, c'est qu'au niveau composition, c'est quand même relativement proche des exemplaires qu'on a vus euh, par Philippe. Sur la page de gauche, à Corneille, chaleureusement. Ça, c'est justement que Yves soulevait le fait que c'était vraiment imprimé, c'est qu'effectivement, on sent le relief, par exemple, du mot fin, oui, au verso de l'impression. Par contre, quand on referme, on ne le lit pas, c'est marqué « À Corneille, pense à moi, Marcel Bronhardt ». La première fois que j'ai vu l'exemplaire à Berlin, c'est il y a maintenant 5 ou 6 ans. Oui, le seul Corneille auquel je pensais pour commencer, c'était le peintre. Je me dis, mais Olivier, tu déconnes, quoi. Euh,
Et puis, pendant la nuit, le Corneille, il a fait son chemin. Et le Corneille, tout d'un coup, avec le Pense à moi, c'était très clair que c'était Corneille Anossé. La personne qui s'est occupée, effectivement, euh, de ce que certains appellent invitation, et de ce que, par exemple, Brodarts a appelé tract. Dans l'Angélus de Daumier, dans la liste qui est établie par Brodarts lui-même, je pense que c'est dans le deuxième, oui, c'est dans le deuxième, dans la deuxième partie, euh, dans les textes écrits par l'auteur, c'est indiqué comme étant un tract. Et donc je me dis en fait, quand il dit à Corneille pense à moi, c'est que ce tract ou l'invitation n'est pas encore faite. Donc je me dis que ça, là encore, ça va très très vite. En fait, c'est quelque chose qui me surprend encore et toujours, c'est la vitesse. Enfin, Dirk parlait ça tout à l'heure, c'est la vitesse avec lesquelles les choses sont mises en route et exécutées. Parce que si on voit la date d'impression le 25 janvier, donc ça veut dire que techniquement, c'est pas le jour où il envoie l'exemplaire à Corneille Anossé. Donc imaginons que c'est même le 26. L'exposition, si je dis pas de bêtises, c'est au mois d'avril. Donc ça va vite, quoi. Ça va très 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 vite. Et puis le pense à moi, c'est quand même... il y a quelque chose qui me touche là-dedans. C'est aussi, je pense que Brandart sait, je pense déjà à ce moment-là, c'est que c'est il va pas pouvoir faire machine arrière. Ça, c'est, enfin, si j'ai une hypothèse comme ça, c'est il y a un moment donné, au moment du pense-bête, il ne pourra pas faire machine arrière et donc il va devoir en payer le prix. Et effectivement, il en paye le prix très vite. Enfin, 12 ans, c'est rapide, quoi. Enfin, je veux dire, c'est... je n'ai pas encore fait grand-chose, j'ai l'impression d'avoir... Enfin oui, sur le papier, j'ai déjà fait plus que 12 ans de travail, quoi. Donc, oui, c'est... oui, pense à moi. Je trouve c'est ce qui est aussi quelque chose que je remarque, c'est et qui me touche, qui m'affecte même, c'est le côté affectif chez Bronhardt, le côté amical chez Bronhardt. Même quand il veut être méchant, je pense qu'il est encore, c'est encore plein oui, plein d'amitié. Et ça, c'est quelque chose, oui, que je remarque peu au niveau des arts. C'est cet espace-là qu'en fait, l'espace de travail est un espace oui, euh, oui, que ça se fera pas seul en fait. Je pense que c'est dans une note, ça j'ai pas sous la main, mais je pense que la première des notes en note de bas de page dans l'Angélus, dans la deuxième partie, c'est oui, que l'œuvre n'aurait pas pu être faite sans un certain nombre de personnes. Je pense que ça, c'est important. Euh, c'est un peu comme Godard qui remercie la secrétaire chez Gaumont, quoi. Euh, et que tout le monde se moque au César quand Godard dit ça. Toute la salle éclate de rire. Puis on a dit, mais oui, c'est sans la secrétaire de chez Gaumont, je ne sais pas faire mon film. Et ça, je trouve c'est important. C'est important à dire. Toujours par rapport à Godard, et que je relis alors du coup à Bronhardt, c'est euh, qu'en fait, oui, il y aura un début, un milieu et une fin. Enfin, dans le cas de Godard, c'est par rapport au film, mais peut-être pas dans cet ordre-là. Et je me dis que chez Brodart, dans ses publications, il y a de ça.
Ce qui me frappe aussi chez Brodart dans les publications, c'est au moment où, pour ainsi dire, il arrête d'écrire des poèmes, oui, ça ne doit pas l'empêcher d'écrire, évidemment. Et donc, il y a tellement d'endroits où ça peut s'écrire. Euh, euh, Si je prends je hais le mouvement qui déplace les lignes. Sur la couverture, il n'y a pas le nom de Brodart. Mais quand je lis, euh, pour ainsi dire, la note ou le justificatif qui dit ce livre trouve son origine dans un séminaire de Lucien Goldman sur Baudelaire tenu à Bruxelles l'hiver 1969-1970, auquel j'avais été invité à participer comme artiste, c'est là qu'il signe. Ça, je trouve ça intéressant. Ça veut dire que même là, il y a quelque chose à écrire, en fait. Euh, c'est aussi intéressant qu'ils mettent le mot artiste en italique. Euh, donc oui, quand dire que parler de la communication et oui, il y a- il y a toujours, j'ai toujours l'impression que chez Brodart, effectivement, qu'il y a une communication qui vient en chevaucher une autre et qui vient soit contredire, soit interférer sur la première. Et donc effectivement, le message passe mal ou plus lentement. Si effectivement je pense, oui, si je retourne au, au- oui, au texte ou au livre Joët, le mouvement qui déplace les lignes à partir des deux versions du poème de Baudelaire, La Beauté, c'est que quand je lis en bas de page, je hais le mouvement qui déplace les lignes, c'est déjà beaucoup plus lent. Faut déjà, faut déjà tourner quelques pages, quoi. Qui est un procédé qu'il a utilisé la même année avec jeter du poisson sur le marché de Cologne. Donc ça, c'est la première page à gauche de jeter du poisson sur le marché de Cologne. C'est un poisson et en dessous, c'est le. Et quand on tourne les pages, c'est mot à mot, c'est le poisson pourri par la tête. Tête. Donc le même principe, la même année, mais dans des espaces complètement différents. À Berlin, ils ont l'exemplaire sur calque de Un coup de dé, jamais n'abolira le hasard. Et ce qui me frappe effectivement, c'est l'espace oui, d'interstice, effectivement, dont Philippe parlait ce matin. C'est qu'effectivement, on se retrouve effectivement de l'autre côté du texte, comme si on avait passé le miroir. Là, par exemple, la préface, on est entre la première page de la préface et la deuxième. À Berlin, il n'y a qu'une seule feuille, il n'y en a pas deux qui sont archivées, pour pouvoir effectivement lire.
Ce qui me frappe, c'est que Brodarts, là, il fait signer la préface par Mallarmé. Ça veut dire qu'en fait, il prend, oui, il a le parrainage de l'aîné, pour ainsi dire. On- il est parrainé, quoi. Un voyage en mer du Nord, mais évidemment, de nos jours, oui, la Manche et la mer du Nord, c'est quand même pas très loin l'un de l'autre et que c'est quand même moins drôle euh, maintenant qu'à l'époque. Ce que Brodars vient signer, c'est pour ainsi dire ce que je dirais la page blanche. Il vient pas signer. Oui, c'est dans la partie. Oui, souterraine ou sous eau. Enfin, je sais pas, je pense à la pluie, effectivement. C'est sous eau qu'il écrit, quoi. Euh, le livre, effectivement, est accompagné pour l'exemplaire de tête, pour ainsi dire, ou des 100 exemplaires accompagnés par le film, qui est dit dans ce cas-ci qu'effectivement, ça fait partie, et de manière intrinsèque, ça fait partie de la publication. Et quand je vois l'encre, je peux pas, oui, ne pas penser à jeter l'encre. Et l'encre, je l'entends aussi pour le stylo. Ce qui est assez beau dans le MTL, ou là encore, ce qui me touche chez Brodart, c'est il n'est pas en dehors de son œuvre. Il est, il y est euh, un peu comme la lettre avec son corps. Et qu'effectivement, enfin, là pendant la pause, dire qu'en parler, c'est qu'effectivement, les, 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 oui, les certificats médicaux ne sont pas anodins euh, là-dessus. Enfin, je veux dire, enfin, s'il y a bien un rapport avec le corps et d'une communication de ce qui se passe avec son propre corps, c'est peut-être celle-là. Euh, ce qui me touche aussi là, c'est l'emploi de la biographie. Je suis né le 28 du 1 24 à Bruxelles, Belgique, où je vis et travaille. Premières options culturelles et publiques en 1949. En 1958, je présente au Festival du cinéma expérimental de Knock un film sur Kurt Schwitters, 7 minutes, 16 mm. Mon activité pendant cette période est fragmentaire et discontinue. Elle devient régulière depuis 1964. Mais c'est quoi cette activité? En fait, c'est pas noté.
Dans l'exemplaire de la Kunstbibliothek à Berlin, il y a que deux addendums, la page 13 et 14. Donc je ne sais pas si les deux autres sont systématiquement... Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est probablement oui, plus près de la fermeture de l'expo. Alors que les autres, effectivement, il y avait un addendum du mois de mai, si je ne dis pas de bêtises, que tu disais tout à l'heure. Et c'est une image que j'ai déjà montrée dans cet auditoire lors de l'exposition Unseen, dans laquelle j'avais invité euh, et Walter Swanen et Jacqueline Messmacher. C'est une exposition, oui, c'est une photo qui me touche beaucoup, trouvée par hasard sur le net, qui provient d'une exposition. Je ne sais pas si Yves de Pelsener est toujours là, donc il pourrait dire le titre, sinon je dois le retrouver. Euh, j'ai noté ça. Pas de rapport, morceau choisi. Et la photo a été prise le 17 février 2011 à l'Ergue. Et Walter et Jacqueline regardent là l'édition Conquête de l'espace, Atlas pour artistes et militaires, qui existe aussi sous forme d'un tout petit livre où les pays sont effectivement reproduits, non pas à l'échelle, mais où on pourrait dire qu'ils sont reproduits à l'échelle de la page. Et peut-être peut-être que oui, ça me rappelle là, cette anecdote du professeur Dr Speck à Cologne, qui était le 27 janvier 76, a passé 9 heures voir Brodart à l'hôpital, sur son lit d'hôpital. Et ils ont échangé quelques mots. Et Brodart voulait lui offrir l'Atlas. Et Speck n'a pas voulu accepter ce soir-là. Il a dit non, on fera ça plus tard. Et le lendemain, évidemment, c'était trop tard. Quelques jours après, le jour de l'enterrement, Speck avait pris un livre avec lui pour le jeter sur le cercueil. Et le livre, c'était Portrait de l'artiste en jeune singe de Butor. Pour pas terminer sur une chose un peu triste, hier, quand j'étais un peu entre deux trains et donc, en ayant été, en devant attendre le train suivant, c'est-à-dire attendre quelques heures à la gare de Cologne, je suis passé voir deux expos et aussi passé par la bouquinerie Koenig, qui est quand même une institution là à Cologne. Et je me suis fait le plaisir d'acheter
un petit livre que je connais, que j'avais acheté une fois pour l'offrir justement à Yves Guévert pour un anniversaire, qui s'appelle Une seconde, Marcel Brodart, Une seconde d'éternité, d'après une idée de Charles Baudelaire. Alors je ne l'ai pas encore ouvert, mais je pense que c'est important aujourd'hui. Et la deuxième chose que j'ai achetée, ça c'était à la gare, juste avant de me mettre en route de Cologne à Bruxelles. C'est un Glückskeks. Je vais aussi l'ouvrir parce que je suis quand même curieux de voir si c'est ma journée de chance ou pas. En tout cas, je peux dire, hier, je pensais que j'avais le plus dur derrière moi quand j'étais dans le train pour Cologne, de Cologne à Bruxelles. Et puis, oui, on avait quitté Cologne d'une demi-heure. C'est que le train s'est arrêté en race campagne. Euh, on avait trouvé sur la ligne du chemin de fer, où ils font des travaux, une bombe de la guerre, une bombe de l'armée britannique oui, sur les voies de chemin de fer, ou en tout cas là où ils faisaient des travaux. Et donc pendant presque 3 heures, on a été en attente de l'explosion, ou en tout cas du déminage de la bombe. Donc oui, j'aurais eu le temps de lire le livre quelques fois. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est ici. Et donc, ça me fait penser, c'est qu'est-ce qu'on peut encore faire après le décès de Brodart? Est-ce qu'on est obligé de refaire les décors? Est-ce qu'on est obligé de... Pour ceux qui ont vu l'exposition à Anvers l'année passée, ou il y a 2 ans, non, il y a peut-être déjà même 2 ou 3 ans, avec le Covid, tout le monde perd un peu les repères de temps. Donc moi aussi. Oui, voir 10 casseroles de moules et des étalages de charbon et autres. Oui, je suis pas sûr que ça m'intéresse très très fort. Enfin, je pense que ça tombe bien. C'est positive changes are coming. Merci.